diagnostic d'islamophobie sur les manifestations du 11 janvier ne fait pas de doute. J'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de journalistes à Paris qui me disaient « Mais comment? Aucun rapport avec l'islam, il y a un bon islam, etc. » Pour moi, les choses sont extrêmement simples. L'un des thèmes centraux de ces manifestations, c'était l'identification à Charlie, qui était un journal islamophobe. Et ce dont il était question sur toutes les télévisions, c'était, je veux dire, le droit et le devoir de caricaturer le prophète Mahomet, personnage central de la religion, d'une minorité plutôt située vers le bas ou la périphérie de la structure sociale française. Alors, il faut bien savoir ce que c'est qu'une phobie. Si vous voulez, une phobie, donc une société islamophobe va dire qu'il se pose des tas de problèmes dans la partie musulmane de la population française. Il y a des arguments pour ça. Je ne suis pas aveugle au fait que les frères Kouachi ou Mera étaient des gosses d'origine musulmane. La question n'est pas là. Mais il y a une question de base. Dans une phobie, on met tout le monde dans le même sac. Il y a cet élément d'essentialisation. Et puis, il y a la surestimation quantitative du problème. Je veux dire, là, écoutez, les gens, on croirait qu'il y a 20 ou 30% de musulmans en France. C'est 4 à 5%. Il y a eu 3 à 4 millions de personnes dans les rues qui appartenaient plutôt aux classes moyennes, qui laissaient de côté les milieux populaires, plutôt les personnes d'origine musulmane, dans certaines grandes villes de province, et plutôt et 2 fois plus en moyenne dans les régions où la pratique religieuse catholique était restée très importante jusqu'aux, je dirais, aux années 60. Et donc, pour moi, le sujet, c'est pour ça que ça s'appelle sociologie d'une crise religieuse, mais la crise religieuse, c'est la crise religieuse française dans la partie centrale et dominante de la société française. Et je pars du système religieux français des années 60. Donc vous avez 2/3 d'une France complètement déchristianisée, très grand bassin parisien, allant de Laon à Bordeaux, la façade méditerranéenne, des régions qui ont été déchristianisées, qui sont déchristianisées depuis avant la Révolution française. Et ce qui s'est passé, je crois, à notre insu depuis les années 60, c'est avec l'effondrement de la pratique religieuse dans les bastions catholiques, c'est une mise en désordre de l'ensemble du système et un état, pour la première fois de l'histoire de France, un état de vide religieux quasi absolu, statistiquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des croyants qui existent encore dans certains secteurs, mais la France a atteint, donc ça a évidemment créé une déstabilisation dans les régions qui venaient d'abandonner le catholicisme, avec des phénomènes de dynamisme éducatif associés, qu'on avait étudié avec Lebras dans notre dernier bouquin, Le mystère français, mais ça a aussi déstabilisé le cœur du système national qui finalement avait besoin de l'Église pour trouver son sens de l'existence. Et pour moi, c'est dans ce contexte d'effondrement du sentiment religieux que le besoin d'un bouc émissaire religieux s'est fait sentir et privé, je dirais, des secours de l'Église catholique en tant que bouc émissaire, la société française, d'instinct, comme beaucoup d'autres sociétés autour d'elle d'ailleurs, s'est tournée vers l'islam. Donc quand on est dans un monde actuellement qui vit ou qui est au lendemain ou qui est dans la gestion de la dernière phase de la déchristianisation et qui est à un niveau de conscience zéro de l'importance du processus. C'est ça qui est frappant. Le concept de catholicisme zombie est apparu dans un livre qu'on est venu défendre ici aussi avec Lebras, Le mystère français. Il faut bien voir que des catholiques zombies ne sont pas des catholiques. Ce sont des gens qui ont perdu leur pratique, leur foi, qui ne croient plus. Ce sont des populations laïcisées, sécularisées, qui ne sont pas dans un rapport conscient conflictuel avec l'Église, sans doute, comme l'étaient les générations déchristianisées au milieu du XVIIIe siècle, mais c'est vraiment autre chose. Le cœur du livre est vraiment une analyse statistique empirique. C'est-à-dire, j'ai pris la carte de Libération du lendemain de la manif, qui montrait des nombres de manifestants. Tout ça avait dû être ramassé par les renseignements généraux de façon imprécise. Et ce qui était étonnant, c'était de voir des régularités apparaître sur cette carte. Et il y avait une sorte de surmobilisation dans les régions fraîchement émancipées du catholicisme. C'est une constatation empirique. C'était la même chose pour Maastricht.
la structure socio-culturelle de Charlie, si on peut dire. Je veux dire, Charlie était déjà là lors du vote oui à Maastricht. Donc c'est Charlie, on découvre un personnage collectif qui existait déjà. Et donc il y avait cette dimension post-religieuse, et puis bien entendu l'appartenance prioritaire aux classes moyennes et à la catégorie cadre et professions intellectuelles supérieures, et la non-appartenance au monde ouvrier. Donc à partir de Charlie, j'ai été amené et en ajoutant les personnes âgées, à définir le concept de bloc MAS. Hein. Alors MAS, bloc MAS, c'est le bloc hégémonique qui contrôle la société française. C'est les classes moyennes, les personnes âgées qui ne sont pas forcément aisées, et dont beaucoup ne sont pas du tout privilégiés, mais qui gardent le souvenir de ce qu'était la France de la grande pauvreté, et de l'époque où il n'y avait pas de toilettes, pas de baignoire, pas de retraite, etc., et qui sont quand même du côté du conservatisme et de la stabilité du système social, et en particulier de la stabilité du système de retraite. Et puis zombie pour l'empreinte catholique. Ça permet très bien de comprendre pourquoi il ne se passe rien à chaque élection. Et d'ailleurs, on va voir si se réalise l'hypothèse d'une autre présidentielle avec Sarkozy et Hollande et Marine Le Pen, on va voir les merveilles qui est capable de produire le bloc MAS, en fait, en termes d'hégémonie. Vous avez l'effondrement de la pratique religieuse dans les années 60. Vous avez une France qui est déséquilibrée, y compris dans sa partie centrale, et qui va sortir, qui a besoin d'un substitut à ses croyances, donc qui va se lancer, en fait, dans des choses toutes sortes de choses idéologiques, la décentralisation, l'Europe et la monnaie unique. Pour les gens qui s'intéressent à l'histoire religieuse, le veau d'or, je dirais, fait partie des possibles de l'effondrement religieux. Donc on fait l'euro, mais ça se passe. Donc il y a certainement du trouble psychologique inconscient, mais il y a un élément d'optimisme fort. De toute façon, l'économie va plus très bien, mais on est encore dans la phase d'enrichissement. Et puis on a l'idée que l'euro va amener dans un paradis terrestre d'ampleur insoupçonnable. Donc on a un bloc MAS dominant, hégémonique, qui arrive à imposer sa volonté au pays, mais avec un projet positif. Et puis on a la phase suivante, la phase ultime, et on voit ce qu'on a pu constater dans toutes les années d'avant, et bien avant l'histoire des frères Kouachi et de Koulibaly, c'est-à-dire la diffusion de l'islamophobie dans ce bloc MAS, libéré en plus par les événements et la manifestation, ce que j'ai entendu sur ce qui se passait, tout à fait stupéfiant en termes de libération de la parole islamophobe. Mais il faut bien voir que ça décrit, ça permet de sentir une situation où le bloc est toujours hégémonique, mais il devient lui-même inquiet. C'est comme si ces gens disaient, ils ne parlaient pas beaucoup d'égalité, mais on peut non, c'est-à-dire que c'est l'idée, notre République est belle et bonne, les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité sont formidables, mais implicitement, c'est juste pour nous, les classes moyennes. Et puis, les ouvriers, relégués dans le fond des départements, pas pour eux. On ne va pas faire la politique économique qui peut sauver leurs enfants. Les enfants d'immigrés, pas pour eux. C'est donc une sorte de république segmentaire et censitaire dans l'esprit. Donc évidemment, c'est complètement absurde. Une fois qu'on a eu la carte, je veux dire, de ces phénomènes d'hégémonie et la trace de l'Église catholique, on se dit, putain, quand même, je veux dire, si maintenant ces régions sont dans le bloc hégémonique, ça, c'est toutes les régions qui ont résisté à la Révolution française, qui ne voulaient pas de la liberté et de l'égalité, qui pensaient en termes de hiérarchie et de déférence sociale. J'ai toujours défendu la France comme un pays pour ses taux de mariage mixte, qui restent très élevés quand même si ça stagne un peu, pour ses conceptions égalitaires. Je restais convaincu de ce que la France avait un message particulier. Je notais la résistance, plutôt la montée d'un certain type d'inégalité n'existe pas en France. Et ce qui est spécifique de la France, c'est comme tout le monde, mais en gardant une incroyable bonne conscience. C'est ça qui m'a été tout d'un coup insupportable. Et quand on voit
la façon dont la vieille rhétorique est restée, mais avec ce basculement du rapport de force entre les régions françaises, on peut comprendre comment ce mécanisme de la bonne conscience ou la fausse conscience fonctionne. Et puis alors, il y a une deuxième chose, c'est aussi, ou peut-être surtout, l'admission, la découverte du retour de l'antisémitisme en France. Et je dois dire que le ressurgissement, l'admission pour moi du retour de l'antisémitisme comme un problème fondamental, le problème fondamental de mon point de vue, il n'y a pas, plutôt l'islamophobie et l'antisémitisme pour moi sont les deux faces d'une même réalité qui s'avance et qui n'est pas très très sympa. Et l'une des choses alors d'abord j'ai admis, parce que j'étais vraiment, je faisais partie vraiment de ces gens qui ne voulaient pas voir l'antisémitisme des banlieues, en fait. Il y avait des choses qui étaient écrites, je dis non, c'est pas possible, c'est rien que des menteries. En fait, j'avais pas été regardé. Et puis j'ai craqué en 3 étapes. Il y a eu l'affaire Meyrin à Toulouse, il y a eu l'affaire du musée juif de Bruxelles, et puis il y a eu l'hypercachère. Vous avez la vision quand même d'une mécanique infernale un peu perverse. Vous avez le droit de considérer qu'un accès d'émotionnalité est légitime, etc. Et il l'est. Mais moi, j'ai une personnalité de type archaïque. On m'a appris dans la famille que quand on était confronté à de grandes douleurs, il fallait se tenir. Et que la grandeur pour un pays qui produit des atrocités comme le massacre, ça n'est pas de se réunir ensemble pour dire qu'on est formidable, c'est de commencer à réfléchir sur la structuration de la société. Qui a produit cette boue ? Pour moi, c'est l'autocritique, je veux dire, qui est grande. C'est pas le fait de se dire ensemble qu'on est merveilleux. Oui.